Voilà, donc ceci clôture l'exercice exploratoire. On est supposé donc avoir bien compris ce qui est expliqué ici. Et puis, bon, bah, on peut passer donc à la compréhension maintenant peut-être un petit peu plus théorique à l'aide d'équations. Si on a bien compris la physique, si on a bien compris les choses, de nouveau les équations doivent juste être là pour appuyer les concepts. Et donc on va passer assez rapidement à travers tout ça. Donc qu'est-ce qu'on considère? On considère la réponse d'un système à 1 degré de liberté, qui est un système masse-ressort. Donc je dessine ce système de cette manière-là, une masse et un ressort. Je néglige l'amortissement parce qu'on vient de voir ensemble que l'amortissement n'avait a priori pas d'impact sur la réponse, sur le spectre de réponse au choc. On va voir que ça a un effet sur la réponse impulsionnelle, d'accord, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la valeur maximale du déplacement auquel on arrive n'est pas affectée par l'amortissement. C'est ça qu'on veut dire pour le moment. On suppose que la force est appliquée pendant un certain laps de temps qui est représenté par le symbole TD. J'en profite pour introduire le fait que la surface sous la charge ici s'appelle la quantité de mouvement. En anglais, c'est momentum. Quantité de mouvement. Et ces unités, on la note souvent I. Et les unités de la quantité de mouvement, puisque c'est l'intégrale de la force au cours du temps, donc c'est l'intégrale, je vais l'écrire comme ceci, de P de T dt, de manière tout à fait générale. P de T dt, de 0 à une durée suffisamment grande, je peux mettre par exemple l'infini. Donc ça c'est la définition de I. Dans notre cas, c'est égal à F fois TD, puisque la force vaut F pendant un laps de temps TD, puis vaut 0. Et donc les unités, ce que je disais de l'impulsion, ce sont des newtons fois seconde. Donc le problème qu'on résout, une fois qu'on a divisé dans l'équation du mouvement à gauche et à droite par la masse, le problème qu'on résout est celui-ci. Le terme d'accélération plus les efforts intérieurs est égal à la force divisée par m. Si t est inférieur à td est égal à 0 sinon. On considère que la loi de comportement du matériau est élastique linéaire. Je l'ai ajouté ici. Vous voyez, F spring est égal à k fois x, donc effort intérieur est égal à raideur fois amplitude du mouvement, fois les déplacements. Parce qu'en réalité, c'est une dia que j'ai extraite d'un cours plus général sur le chargement impulsionnel et où je parle aussi de la réponse dynamique non linéaire de ce type d'éléments. En effet, on s'attend souvent quand on a un chargement impulsif, un peu exceptionnel comme celui-là, donc de type explosion ou bien des vagues qui déferlent sur des murs de quai, par exemple, comme ceux dont je parlais tout à l'heure, on s'attend à avoir un petit peu de dissipation d'énergie ou un comportement plastique dans le matériau. Donc on peut tenter de généraliser ce que je vais expliquer ici, mais nous, dans le cadre de ce cours-ci, je vous rappelle qu'on n'étudie que la dynamique linéaire, et donc on se limite à un comportement qui est linéaire. Alors comment fait-on pour résoudre cette équation différentielle avec deux seconds membres? Il suffit de résoudre les membres l'un puis l'autre. On va considérer d'abord l'équation avec le premier second membre, f sur m, et la condition initiale que q de 0 égale 0 et q point de 0 égale 0. Okay, en faisant ça, on calcule une première solution qui est, en réalité, q est égal à f sur k fois 1 moins le cos oméga 1t. On peut vérifier que ça satisfait les conditions initiales. Par exemple, si je remplace là-dedans t par 0, le cosinus vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. On peut dériver une fois, donc le 1 disparaît, on va avoir un sinus, et donc la vitesse est bel et bien égale à 0 aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Bien, on va résoudre ensuite l'équation avec le second membre. On voit que le second membre est égal à 0, donc on aura une solution qui est une réponse libre comme celle qu'on a vue la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'on va lui prendre comme condition initiale? On va bien sûr dire que à l'instant Td, on connaît la valeur. Elle correspond à la solution avec le premier second membre dans laquelle on remplace T par Td. Et on va dire qu'on connaît aussi la vitesse à l'instant Td. Okay, et quand on fait ça, on obtient la deuxième partie de la solution, qui est celle-là. Par exemple, vous voyez que si là-dedans, je remplace T par Td, mais je vais avoir ici, si je remplace T par Td, je vais avoir le cosinus de 0, ça fait 1, moins le cosinus de oméga 1 Td. Et on voit qu'on a bel et bien une continuité avec la solution, la première phase de la solution. Ok, alors on fait un petit peu de nettoyage.
Voilà. Donc, j'en profite pour introduire la notion de réponse statique ou quasi-statique, le F quasi-statique, pardon, le Q quasi-statique, et F sur K, donc la force divisée par la raideur, c'est le déplacement maximum qu'on aurait obtenu si la sollicitation était quasi-statique. Et quand on fait le dynamique divisé par le quasi-statique, donc le max de cette valeur-là, on retrouve bien, comme on l'a défini plus tôt, le coefficient d'amplification dynamique. Alors, on trouve ici des résultats de simulation. Ils sont présentés dans l'autre ordre. Donc on a les deux cas limites d'une sollicitation qui est très longue et d'une sollicitation qui est très courte, qui est impulsionnelle dans l'autre cas limite. Je ne discute pas les sollicitations puisqu'on vient de les observer ensemble à l'aide de l'exercice exploratoire. Et je remontre simplement donc le diagramme qu'on a obtenu, qu'on appelle un spectre de réponse au choc. Spectre de réponse au choc. On appelle ça aussi SRS, Shock Response Spectrum. Et qui nous dit quoi? Donc nous, on a vu ensemble le premier cas, c'est la courbe A, c'est celle qu'on a tenté de faire, de regarder ensemble, avec une première réponse ici, et puis une deuxième réponse où le coefficient d'amplification dynamique est plafonné à 2. On pourrait très bien, je vous invite à le faire si le cœur vous en dit, on pourrait très bien simuler d'autres types de réponses dans MATLAB, par exemple un chargement qui est un chargement triangulaire ou un chargement en demi-sinus avec une certaine demi-longueur d'onde, donc qui vaut TD. Ce sont les deux types de chargements qu'on utilise d'habitude quand il y a des explosions. D'accord, donc ces deux chargements-là représentent des explosions. En fonction du type d'explosif qu'on utilise, on va modéliser la sollicitation soit par l'un, soit par l'autre. Et on peut obtenir aussi d'autres courbes qui sont d'autres courbes de réponse au choc. On voit que quoi qu'il en soit, et dans le pire des cas, l'amplitude maximale à laquelle on arrive est égale à 2. On peut démontrer théoriquement que effectivement ce maximum, il est atteint dans le pire des cas, quand la sollicitation est apposée directement, donc c'est le fait d'avoir cette discontinuité ici dans la sollicitation, qui fait en sorte qu'on peut monter jusqu'à un coefficient d'amplification égal à 2, donc ceci, plus le maintien d'une valeur constante, fait en sorte qu'on arrive à des valeurs plus hautes. Et donc en réalité, la manière la plus simple de prendre en compte une sollicitation de dynamique très rapide consisterait à dire, je vais prendre un coefficient d'amplification dynamique de 2, et ça me donne une possibilité de faire un calcul statique équivalent à la réponse qu'on aurait normalement obtenue si on avait fait un calcul dynamique. On retrouve ça par exemple dans l'Eurocode 1, ou dans l'Eurocode 1, quand on vous dit qu'une sollicitation peut être considérée comme étant une sollicitation impulsionnelle, on donne des coefficients de sécurité ou des coefficients d'amplification dynamique à considérer, et notamment le coefficient qu'on va retrouver est un coefficient de 2. Alors bon, il y a une chose qui est importante et une chose qui est intéressante. La zone, on a tendance à se focaliser, quand on voit le spectre de réponse au choc, on a tendance à se focaliser sur l'asymptote de droite, qui correspond à la partie où la sollicitation est appliquée très longtemps. J'ai envie de dire, le problème, il est résolu, je viens de vous le dire, puisque le coefficient d'amplification dynamique qu'on peut considérer, il est égal à 2. Ça, c'est une chose. Et c'est une enveloppe extérieure. Par contre, le spectre de réponse au choc est un outil qui n'est pas spécialement prévu pour se focaliser sur ce qui se passe dans le voisinage de l'origine. Or, c'est probablement la zone la plus importante, puisque c'est là qu'on a vraiment des vraies sollicitations impulsionnelles. Je vais l'écrire ici, sollicitation impulsionnelle, et où on a envie de comprendre, peut-être un petit peu plus précisément ou un peu plus en détail ce qui va vraiment gouverner l'amplitude de la réponse de la structure. On sait que le coefficient d'amplification dynamique est petit, mais pour un concepteur et pour un designer, évidemment, entre petit ou très petit ou encore plus petit, il y a une différence importante. Ok, donc c'est important de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le voisinage de l'origine. D'accord, donc je focalise pour le moment uniquement sur le cas limite, où la période de la sollicitation, T2, est très petit par rapport à oméga 1. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Si T2 est très petit par rapport à la période de la structure, je devrais plutôt l'écrire comme ceci, donc oméga 1, si on se souvient que c'est 2pi sur T,
Et si je vais passer ça au membre de droite, je vais avoir TD est très petit par rapport à T1 sur 2pi. Je peux le mettre ou pas le mettre, hein, peu importe, après ça c'est du détail. Donc si TD est très petit, on se souvient qu'on se trouve dans le cas qui est ce cas-là. Et donc si on zoome, vous vous souvenez que le maximum n'apparaît certainement pas pendant la première période de la réponse. Donc le maximum n'apparaît pas pendant la première période de la réponse qui est celle-là, mais le maximum va apparaître pendant la deuxième période de la réponse qui est celle-là. D'accord, donc moi ce qui m'intéresse c'est de regarder maintenant le cas limite quand TD est envers 0 et de regarder la valeur maximale à laquelle on va arriver dans la deuxième partie de la réponse. Ok, donc je vais reprendre la valeur limite quand TD est envers 0 de la différence des cosinus ici, donc la réponse dans la deuxième zone de la réponse. Alors cette différence de cosinus, on peut l'écrire avec la formule d'addition des cos, ou de soustraction en l'occurrence ici, on peut l'écrire sous la forme d'un produit de deux sinus. Donc on a la limite quand TD est envers 0 de 2 fois le sinus fois un autre sinus. La limite du produit, c'est le produit des limites si chacune d'elles existe. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? On va pouvoir dire que si TD est vraiment très très petit, ce facteur-là, c'est le sinus d'un argument qui est très petit, donc ce facteur-là va tendre vers simplement l'argument du sinus. Donc ceci va nous donner, je vais l'écrire là-bas, donc 2 fois oméga 1 TD divisé par 2. Et puis le deuxième va nous donner simplement, si TD est petit, le deuxième va nous donner le sinus de oméga 1 fois t. Et ceci peut être vu comme un petit déphasage, mais qui disparaît bien sûr dans le cas limite, où TD est égal à 0. Donc, si je simplifie, par 2, on va obtenir f sur k fois td oméga fois le sinus de oméga 1t, qui est cette expression-là. On va la regarder juste dans une minute, d'abord avant d'aller plus loin, pardon. Donc on voit que c'est f sur k fois un coefficient fois le sinus. Et donc en fait on vient juste de dire que ceci c'est f sur k fois un coefficient, ce coefficient étant égal à td fois oméga 1, td oméga 1 fois le sinus de oméga t. Et effectivement, vous voyez bien que dans le cas limite où td est envers 0, on a l'impression d'avoir une réponse qui est sinusoïdale. On part de l'origine avec, on part de l'instant initial avec une valeur qui est égale à 0, et on part à l'instant initial avec une pente qui est gouvernée par le TD. Et plus TD est petit, plus la pente à l'origine va être faible, et plus l'amplitude de la réponse va être faible. Alors, comment est-ce qu'on réécrit ceci? On réécrit ça en fait parce que en fonction de I, parce qu'on voit apparaître F fois TD, la force fois la durée, et ça c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la quantité de mouvement. C'est la grandeur la plus importante quand on a une réponse impulsionnelle, c'est la quantité de mouvement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, quelle que soit la valeur de TD, c'est la quantité de mouvement qui gouverne la valeur de la réponse. Donc si on a envie d'avoir l'amplitude du mouvement maximum, donc Q dynamique max, je vais l'écrire comme tout à l'heure, je vais écrire le max au cours du temps de Q dynamique, c'est simplement donné par la quantité de mouvement divisé par m oméga 1. On peut faire un petit exercice pour vérifier qu'on a bien les bonnes unités. La quantité de mouvement, on a dit que c'était des newtons fois seconde. Donc c'est-à-dire des newtons, donc c'est une masse fois une accélération. Donc masse divisé par mètre, fois mètre par seconde carré, multiplié par des secondes. Et alors on doit diviser ça par une masse et une pulsation, des radians par seconde. Donc je dois diviser par des kilogrammes. Et des 1 par seconde. Et donc on voit bien que ceci, ça nous fait 1 par seconde aussi. On récupère bien des mètres. D'accord? Donc, s'il y a bien une formule importante à retenir, c'est celle-là. On fait la quantité de mouvement divisé par m et divisé par oméga 1.
et on obtient la valeur maximale du déplacement dynamique. Ok, donc ça veut dire que si on a envie de bien comprendre ce qui se passe quand on a une sollicitation qui est très rapide, ben la valeur de la sollicitation, elle doit être caractérisée par son impulsion, plutôt que d'être caractérisée directement par la force maximale ou bien par sa durée. En d'autres mots, ça veut dire aussi que si je prends une sollicitation qui a cette forme-là, avec un laps de temps TD ici qui est très court, ou bien une sollicitation qui a une forme comme celle-ci, au cours du temps, P de T, ça va donner quoi? Mais ça va nous donner exactement la même réponse. Pour autant que la surface ici en dessous et la surface ici en dessous soient les mêmes. Compris? Je peux l'illustrer encore juste une fois. Regardez, on revient un petit peu en avant. Si on a bien compris ça, on va zoomer là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On va comparer deux choses. On va comparer la solution qui est la solution A. Je vais regarder avec l'autre couleur. La solution A. Et on va comparer ça à la solution B. Qu'est-ce qu'on voit pour la solution B? On voit que le spectre de réponse au choc monte avec une certaine pente. Et quel est le rapport des deux pentes? Donc si je regarde ici pour une abscisse donnée, si je regarde le rapport des ordonnées, j'ai un rapport de 1 pour 2. Et pour quelle raison est-ce qu'on a un rapport de 1 pour 2? On vient de le voir, la réponse dynamique Q max dynamique, ou bien le coefficient d'amplification dynamique, dépend uniquement de l'impulsion. Et qu'est-ce qu'on a comme rapport d'impulsion entre les deux sollicitations? On a le même TD pour les deux, et on a un rapport d'impulsion qui est égal à 1,5. Donc puisque l'impulsion est 2 fois plus petite pour le rouge que pour le bleu, c'est logique d'avoir une courbe qui monte 2 fois plus vite. Ok, si on veut aller voir plus loin, pour le C, on a une impulsion qui est intermédiaire entre les deux. Donc la surface en dessous du demi-sinus ici, elle est un peu plus grande que la surface du triangle. Et donc c'est naturel d'avoir une pente qui monte et qui est intermédiaire entre les deux. Ok, donc on a bien retenu, dans le domaine des sollicitations très rapides, la réponse elle est gouvernée essentiellement par l'impulsion et par la masse de la structure. D'accord? Donc I sur M oméga. I sur M oméga, l'impulsion, la masse et oméga. Plus il y a d'impulsion, plus la réponse est importante, c'est logique. Plus la masse est importante, et plus la structure a d'effets, donc a de masse, donc d'effets d'inertie, pour s'opposer au mouvement, et plus l'amplitude du mouvement sera limitée. Ok, bien compris ça. On va tenter de généraliser avec un chargement qui est un chargement impulsif.